Bien. Alors, vous avez de nombreuses activités, on l'a vu. Vous avez ce blog différent, vous faites des films, vous avez tourné un film à Toulouse, votre hometown d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps. Oui, c'était La ville au mur dauphin, qui est une réflexion sur l'architecture, qui a été d'ailleurs diffusée à la Cinémathèque. Est-ce que c'est facile de faire des films de nos jours? Est-ce qu'on peut toujours, en indépendant, puisque vous l'êtes sans doute, réaliser ses vœux les plus chers? Alors je pense, maintenant la technologie a tellement évolué. Oui. Par exemple, peu de gens savent que le dernier plan de Shutter Island de Martin Scorsese n'y était pas, et on lui a envoyé en direct par QuickTime. Et c'était un plus pour lui. Donc ramené à mon humble personne, je pense que La ville au mur dauphin, ça a été tourné sur pellicule, donc avec toutes les lourdeurs qu'il peut y avoir, et en même temps, il y a un petit côté cérémonial aussi. C'est-à-dire quand on dit auteur, coupé, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est vite, change de cassette sur un tournage. Et donc, c'est un autre rapport. Il n'y a plus de cassette, même, ça commence à se terminer, c'est une nouvelle ère. Je suis en train de retard. Dites-moi, vous qui avez vu beaucoup de films, des gens comme vous, j'en connais un certain nombre, et parfois ils arrivent à un certain âge complètement dégoûtés. C'est votre cas ou pas? Avant de parler du cycle de conférences que vous avez donné, est-ce que votre enthousiasme était intact lorsque vous entrez dans une salle? Intact. Comme dit l'autre, le bon spectateur, c'est pas celui qui est dans la salle, c'est celui qui est dans le film. Et moi, j'oublie tout. Hein. Franchement, quand je vais au cinéma, je suis même toujours un peu agacé par le côté conservateur du cinéma. Il n'y a pas très longtemps, un mensuel britannique a dit il y a un grand événement. Finalement, le plus grand film de tous les temps, ce n'est pas Citizen Kane, c'est Surfroide de Vertigo. Et je me rendais compte qu'en fait, il parlait que de films qui avaient presque 50-60 ans. C'est comme si on interdisait aux nouveaux films d'être dans la même catégorie. En fait. Ouais, il faut dire que certains nouveaux films, la plupart des nouveaux films sont réalisés comme il y a presque 100 ans. Même des films aussi novateurs dans la publicité comme le dernier Gatsby, il y a des flashbacks comme dans les vieux films des années 60, des vieux trucs. Finalement. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que le cinéma parle beaucoup de lui-même. Ah oui. Argo, Hugo Cabret, The Artist, c'est que des films qui parlent du cinéma. En fait, le cinéma est un art vampirique. Oui. Il adore se sucer lui-même. Au théâtre, on a vu ça aussi, hein, des pièces de théâtre qui parlent de théâtre. Les acteurs aiment parler des acteurs, sans doute, c'est ça. Oui, voilà, il y a un petit côté consanguin. Alors, vous avez un cycle de conférences, je l'ai dit, le thème général, c'est les pouvoirs de l'image. Ça veut dire que vous allez parler de propagande, d'hypnose, de confort du spectateur. Alors l'hypnose un peu. On oublie souvent que le cinéma est né à quelques mois près, en même temps que la psychanalyse. Et regardez le mot séance. On dit une séance de cinéma et une séance de psychanalyse. Et c'est sûr que le cinéma est un hypnotique. Social, pendant les émeutes de 2005, un sociologue a fait remarquer que le seul bâtiment public qui n'avait pas été lacéré, brûlé, tagué, qui était resté intact, c'était les salles de cinéma. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le côté un peu sanctuaire, c'est-à-dire qu'on respecte la salle de cinéma, parce qu'on sait qu'on pourra être, d'abord que le prix est unique, que c'est ouvert 7 jours sur 7, contrairement au musée, et donc il y a quelque part, on est dans le noir au calme, hein, dans l'anonymat. Et puis, moi, je me souviens quand j'ai fait mes études au Mirail, et mon mémoire de fin d'études, j'étais allé rencontrer Étienne Chomton, qui était le critique de la Dépêche du Midi, et qui avait déjà 70 ans à peu près. Puis à la toute fin de mon interview, j'étais allé le voir en lui disant « Monsieur Chomton, finalement, qu'est-ce que le cinéma a changé pour vous ?» Et il m'a dit « Regardez ». J'étais chez lui, donc je me tourne, je me suis dit que j'allais voir une affiche au mur, etc. Je dis « Je suis désolé, je ne vois pas ». Il m'a dit « Regardez, ma femme ». Sa femme était là en train de préparer le thé, sa femme était blonde. Et il m'a dit, le cinéma américain a véhiculé pour beaucoup de cinéphiles des années 40-50 l'idée que la vraie femme, c'était la blonde. Et il n'avait pas l'air de s'en plaindre. Mais c'est quand même donc une histoire de propagande, et on sait que les gouvernements divers et variés, mais surtout américains, s'en sont servis, les gouvernements ou des lobbies, quand on est un peu paranoïaque. Il y a toujours cette emprise de l'industrie du tabac, on sait, qui a utilisé le cinéma. On sait, voilà, c'est une invention de ma part. Non, c'est vrai qu'il y a un rapport aussi très étroit entre la publicité et le cinéma. C'est vrai qu'aussi qu'après la chute du mur de Berlin, les Américains ont donné gratuitement leurs films aux Russes. Et donc ça,
On va vous éduquer. Voilà, on vous donne la culture, voilà, et ça a conditionné beaucoup de choses. Et sur un truc aussi banal, par exemple, que la TVA, moi j'ai jamais compris pourquoi les DVD étaient taxés à 20% et que les livres à 5%. Et d'une certaine manière, c'est déjà handicapé le cinéma, c'est le pouvoir économique rentre dans les arts beaucoup plus qu'on le croit. Mais par rapport à ce que vous disiez sur l'hypnose, bon, j'insiste aussi sur le fait qu'en français, on est aidé par le fait que image soit l'anagramme du mot magie. Il suffit d'inverser les lettres. Ça marche qu'en français, mais il y a des magies blanches, des magies noires. Par exemple, quand il y a eu la tuerie d'Aurora aux États-Unis l'été dernier, avec ce type qui a profité d'une projection de Batman. Moi, j'ai été très frappé. J'ai revu ensuite les affiches de Batman et le nom du réalisateur était marqué nulle part sur les affiches. C'était Batman, on ne savait plus si c'était un jeu vidéo, un message venu du ciel, un film. Et je pense que c'est Christopher Nolan, le réalisateur, qui est un malin qui fait très attention à ce qu'il écrit, ne peut pas empêcher que les mondes s'interconnectent. Voilà, et surtout qu'on ait gommé son identité. Ouais. C'était le film avant le réalisateur. Et je suis certain que si on avait mis le nom du réalisateur sur l'affiche, peut-être que le tueur fou aurait eu un rapport plus révérencieux à ce film-là. La réalité qui s'efface par des magiciens. Alors, effectivement, le cinéma nous cache tout, parfois. On va voir une série d'images aussi que vous commenterez sans doute pendant ce cycle de conférences dont je rappellerai la date tout à l'heure. Ce sont des images que vous projetterez sans doute à l'Université du Temps Libre et qui mettent en relation souvent la peinture et des images extraites de cinéma, de films. Donc où on voit que les cinéastes sont influencés par les autres arts et essayent de dire des choses cachées. L'idée, c'est aussi de dompter un peu, c'est que le public de l'UTL, à la fin, soit en mesure plus de dompter les images, pas d'en être passif. C'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, d'ailleurs, souvent. Je pense souvent aussi à Elephant Man de David Lynch. On a souvent oublié qu'à la fin, Elephant Man mourait parce qu'il voyait une petite image sur sa table de nuit où on voyait deux personnes dormir alors que lui n'avait pas le droit de dormir, sinon il mourrait. Et il est fasciné par cette image et il va mourir. Et je pense qu'il faut être face aux images cinéma où, alors ça par exemple, vous reconnaissez Greg, votre grande culture vous permet de tout voir, non? Oui, mais je vous laisse. Le film, je ne le reconnais pas par exemple. Alors ça c'est, vous avez en haut une toile du douanier Rousseau qui s'appelle Dreams, et en bas... Il y a des jambes d'une femme, c'est ça? Oui, alors ce qui est intéressant cette image, c'est qu'au-dessous c'est le film de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Et Pedro Almodóvar a une particularité, c'est que sur plusieurs de ses films, il utilise la peinture pour résoudre des problèmes de mise en scène. Dans Étreinte brisée, par exemple, il y a une séquence de sexe assez torride entre Penélope Cruz et son mari. Et Almodóvar l'a résolu par un tableau de Magritte, où on voit deux amants sous les draps. Et il a fait pareil pour La piel que habito. Je crois que le cinéma a beaucoup à recevoir de l'image fixe. Une anecdote que je trouve très intéressante, c'est celle de Mai Wen et de Joe Starr. Quand Joe Starr était en prison et que Mai Wen lui proposait le scénario de Police, elle lui a envoyé juste une image de Banksy, vous savez, ce graffiteur, tagger. Et pour elle, elle pensait que cette image fixe allait suffire à Joe Starr pour comprendre le ton de Police. Elle a utilisé plutôt une image fixe qu'une image animée. Et c'est curieux que le cinéma n'invente pas ses propres références. Enfin, il les invente aussi, mais il est obligé de les chercher dans la peinture, parfois dans la bande dessinée même, des moyens de se régénérer. Oui, je pense que c'est aussi dû au robinet à images permanent. C'est-à-dire que finalement, il est beaucoup plus facile d'oublier un film que d'oublier une peinture. Souvent, on reste très longtemps devant une seule image dans un musée. Et ça se grave vraiment dans notre rétine. Tandis qu'il y a combien de films, surtout aujourd'hui avec Internet, les petits écrans que l'on oublie rapidement. Ceci dit, je vais souvent à l'opéra à Toulouse et les metteurs en scène d'opéra truffent leur mise en scène de référence au cinéma parce que tout le monde va au cinéma, c'est bien ça le truc de nos jours. Alors par exemple, quand vous mettez en regard ces deux images, une sorte de coquelicot et une petite actrice bien mignonne de pub et de grands films français et internationaux, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est d'autant plus émouvant, c'est une image
Thérèse d'Esquerro, le dernier film de Claude Miller, et au-dessus c'est un tableau du peintre néerlandais Van Dongen. Ce qui est émouvant, c'est que c'est la dernière image du dernier film de Claude Miller, et que lui-même dans ce film a été très inspiré, un, par la peinture, il avait cette peinture en tête, et deux, si on regarde attentivement Thérèse d'Esquerro, il voulait essayer de montrer simplement la rigueur catholique de l'époque et de l'éducation du personnage d'Audrey Tautou. Et il a trouvé un truc tout simple, c'est de ne pas faire d'entrée de chant ou de sortie de chant des comédiens. C'est-à-dire qu'on ne les voit jamais dans le film entrer ou sortir, ils sont toujours dans l'image. Donc il a fait une image très rigoureuse pour une éducation très rigoureuse. Donc on voit que le cinéma est un art complexe et qui met en branle de nombreuses industries, j'allais dire. Donc certains thèmes de vos conférences, c'est la lumière, la couleur, peut-être le relief, on ne sait pas, il y a de plus en plus de relief. Vous parlerez des remakes aussi, vous analyserez des fins de films, vous parlerez du temps, de comment est considéré travailler le temps au cinéma, la musique bien sûr, et vous parlerez de Taxi Driver et surtout de la nuit au cinéma. Ce sont des thèmes importants que tout le monde voit dans les films et que tout le monde n'a pas le loisir ou l'opportunité ou la présence d'esprit d'analyser au quotidien. Vous allez nous aider à voir les films autrement? Oui, parce que de toute manière on dort tous. Donc je pense que la nuit au cinéma, c'est comme dans la vie, c'est le domaine de l'âme, alors que le jour c'est le domaine de la raison. Et je pense que si Taxi Driver a été aussi marquant, c'est parce qu'on ne savait jamais si le personnage principal était prisonnier de ses fantasmes, si le film était un rêve, le rouge est très important, puis c'est un film qui est un carrefour en fait, c'est-à-dire que c'était la dernière musique de Bernard Herrmann. C'est un film au scénario un peu maladroit parfois, je pense, avec beaucoup de coïncidences too much, et en même temps ça marche. Et l'apparition de Martin Scorsese sur une banquette de Moleskine. Tout à fait. Barbu, oui. D'ailleurs, il apparaît 2 fois dans le film. Et voilà, Scorsese s'est inspiré beaucoup d'un peintre. Vous nous donnerez le nom de ce peintre si on vient me voir. Voilà, exactement. C'est l'Université du Temps Libre. Vous faites les 22-29 mai en juin, 5, 10, 12, 17, 19. C'est de 14h à 17h. Tout est en ligne sur le site de l'Université du Temps Libre. Vous êtes Pierre Gaffier. Merci d'être venu. Votre blog s'appelle, votre site internet, c'est www.différent.fr. Merci beaucoup. Et une dernière chose, c'est qu'il y a une revue faite à Toulouse qui s'appelle Versus, dans laquelle vous signez des articles de temps à autre, ici. Et dans ce numéro de texte choisi, vous êtes également présent. Merci beaucoup Pierre. Merci. À bientôt. Ciao.